Nous enregistrons, vous l'avez entendu. Frédéric est donc professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Il est directeur du Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM, qui est un des plus gros labos de sciences politiques en Amérique du Nord. Et Frédéric est spécialiste des questions européennes. Il a longtemps travaillé sur les questions de politique de défense et de sécurité. Et le point de départ, c'est donc une immersion dans le cabinet d'un commissaire européen, en l'occurrence Pierre Moscovici, pendant 8 mois, 4 fois 2 mois, puisque ça s'est déroulé sur 4 ans, en s'inscrivant, on va le voir et on va en parler, dans le prolongement des travaux de Georges Ross en 1995 sur la commission de l'or, avec une approche qui est explicitement ethnographique. Alors, je vous propose le déroulement suivant. Frédéric va prendre la parole pendant une trentaine de minutes pour présenter un aspect en particulier de son livre, qui est, disons, la dimension politique de la commission. Puis ensuite, Manon prendra la parole et pourra lui poser une première série de questions. Manon de Messoy, que vous avez là à l'écran, je pense, est une jeune chercheuse qui réalise actuellement une thèse sur la question du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union et l'ensemble des débats, en particulier la politisation très forte et le caractère de mise en cause de la légitimité démocratique de cet accord. Frédéric aura une dizaine, une quinzaine de minutes en fonction de la nécessité pour répondre. Je prendrai la main pour poser à nouveau une série de questions. Frédéric répondra et puis donc à la fin, vous pourrez soit via le chat remonter les questions tout au long, soit demander la parole avec la petite main, et auquel cas je dois vous avertir que comme c'est enregistré, si vous ne voulez pas apparaître, vous coupez votre caméra, il n'y a pas de souci avec ça. Frédéric, je te donne la parole en te remerciant infiniment d'avoir accepté ce principe de discussion. Je sais que tu as beaucoup de webinaires de ce type-là en ce moment. Et donc, on te laisse la parole et puis on passe à la phase de discussion après. Merci beaucoup Arnaud. C'est moi qui vous remercie, toi et Manon, de l'invitation. Je vois que ma connexion est instable, donc je vais couper ma caméra en espérant que vous puissiez mieux m'entendre. Dites-le moi si ce n'est pas le cas. Alors, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. C'est un grand plaisir d'être virtuellement à Nantes, une ville que je connais peu, mais que j'ai appris à découvrir grâce à l'Université de Nantes il y a quelques années et à la Maison des sciences de l'homme, où j'avais pu faire un bref séjour et dont je garde un excellent souvenir. Alors, je vais effectivement vous présenter quelques, disons, grandes lignes de l'ouvrage qui vient de paraître, Un sociologue à la Commission européenne, en mettant un petit peu l'accent sur des questions qui, je crois, préoccupent la chaire de philosophie de l'Europe, c'est-à-dire les questions plutôt de théorie politique, mais en parlant aussi d'ethnographie et de cas concrets. Alors, je vais maintenant partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Et je compte sur Manon ou Arnaud pour me faire signe s'il y a un problème. Tout va bien. Très bien. Alors, je commence par une histoire que vous connaissez plutôt bien, illustrée ici par le caricaturiste Chapat, qui est celle de l'Europe dans les premières années de la décennie 2010 jusqu'en 2015. Une Europe qui est travaillée par un nombre important de crises, une défiance croissante de la population à l'endroit du projet européen et des institutions. Et c'est dans ce contexte que commence mon travail d'observation en 2015. Il y a un nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui parle lui-même d'une polycrise, et cette polycrise est effectivement confirmée au cours des mois qui suivent son arrivée à Bruxelles, puisqu'il y aura la crise des migrants, le Brexit, la situation des droits de la personne en Hongrie, par exemple, mais de manière générale, les conséquences politiques et sociales d'une crise économique, celle de 2008-2010, qui ne s'est pas complètement terminée et dont les conséquences sont particulièrement graves dans certains pays comme la Grèce. Alors, dans ce contexte-là, il y a une discussion au niveau politique qui rejoint des échanges ou des réflexions qui existent déjà dans les milieux plutôt scientifiques depuis un certain nombre d'années sur la pertinence d'une Europe politique. Alors, qu'est-ce que c'est une Europe politique? C'est une Europe qui
assume que l'intégration européenne produit des gagnants et des perdants, que ce n'est pas qu'un projet de coopération qui profite à tout le monde, qu'elle a des conséquences réelles dans la vie des citoyens et des citoyennes, et qu'elle fait des choix. Donc, dans ce contexte d'Europe politique, le président de la Commission européenne, nommé à travers un processus des Spitzenkandidaten, donc sur lequel on pourra revenir, Jean-Claude Juncker, dit « Je vais mener une commission politique ». Alors, une commission politique, c'est le point de départ de mon ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire une commission politique? Est-ce que c'est une réponse appropriée à cette polycrise? Et surtout, quel type de réponse observe-t-on? Alors, pour répondre à cette question-là, je n'apporte pas moi-même une réponse normative. J'élabore un concept dont on pourra reparler dans quelques minutes, qui est celui de travail politique. Ce qui m'intéresse, c'est comment les représentants, les dirigeants, essaient de dégager une marge de manœuvre, un espace de liberté face aux contraintes qui sont bien connues dans le cadre de l'intégration européenne, des contraintes juridiques, institutionnelles, économiques évidemment, technocratiques et peut-être d'autres encore. Alors, cet homme dont je parlais il y a quelques instants, Jean-Claude Juncker, le voici dans un de ses efforts pour montrer la pertinence d'une commission politique, lors d'un entretien avec une youtubeuse très française connue à l'époque, où il essaie de porter la parole d'une organisation souvent considérée comme déconnectée de la réalité des gens, chez les jeunes, dans un format différent de celui des couloirs fonctionnalistes de Bruxelles. Cet exercice-là n'a pas à l'époque été considéré comme un grand succès. Je vous laisse le regarder sur YouTube si ça vous intéresse. Mais ça faisait partie de cette idée de commission politique. Alors, au début de mon projet, j'ai souvent interrogé les gens qu'est-ce qu'ils entendaient par commission politique. Le président l'avait évoqué devant le Parlement. Il l'avait fixé comme étant son ambition et ça se déclinait de différentes manières. Certaines personnes disaient une commission politique, c'est une commission au sein de laquelle les commissaires sont eux-mêmes des hommes et des femmes politiques. 4 anciens premiers ministres, 4 anciens vice-premiers ministres, 19 anciens ministres, donc des gens qui avaient eu des carrières politiques par rapport à des carrières strictement diplomatiques, par exemple, ou technocratiques. Pour d'autres, une commission politique, c'était une commission qui s'interrogeait et qui cherchait à répondre aux préférences exprimées dans l'opinion publique. Donc, une commission politique davantage, disons, menée par les sondages ou par un souci de plaire ou de répondre aux priorités de l'opinion publique européenne. Pour d'autres, une commission politique, c'était une commission qui fait de la communication politique, donc qui est en contact direct, encore une fois, avec l'électorat. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Une commission politique, pour certains, c'était une commission mieux organisée, plus efficace. Pour d'autres, une commission politique, c'était une commission qui faisait de la politique politicienne, c'est-à-dire qui était influencée par les logiques partisanes, notamment provenant du Parlement européen. Donc, comme vous pouvez voir, cette idée de commission politique, je m'en suis rendu compte assez rapidement, c'était un concept extraordinairement polysémique, récupéré de différentes manières par les acteurs de la bulle bruxelloise, et donc, de ce point de vue, à la fois efficace, mais aussi très frustrant. Alors, on pourrait revenir un peu plus tard. Je vais garder les questions de philosophie politique pour dans 10 minutes environ. D'abord, je voudrais vous parler un petit peu de comment moi j'ai abordé le sujet, parce que je pense que c'est assez différent des travaux que vous menez, notamment à la chaire de philosophie. Arnaud a mentionné l'héritage ou la filiation dans laquelle je m'inscris, qui est celle de Georges Ross et de son projet ethnographique sur la Commission européenne, sur la Commission Delors, mais aussi de gens comme Marc Abélès en France, qui ont travaillé à la fois sur la Commission, sur le Parlement et sur des institutions françaises comme l'Assemblée nationale ou internationales comme l'Organisation mondiale du commerce. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me nourris en partie de philosophie politique, mais ce n'est pas mon corps de métier. Ce que je fais essentiellement, c'est de l'ethnographie pour comprendre comment le politique joue concrètement. Alors, ce que j'ai fait de 2015 à 2019 pendant la commission Juncker, c'est j'ai d'abord été stagiaire atypique, c'était mon titre, au sein de la Commission européenne. Ici, vous voyez le Berlaymont, le siège de la commission à Bruxelles. Stagiaire atypique, c'est ce qui me permettait d'avoir un bureau, un badge, un ordinateur, accès aux réunions,
un poste de téléphone, donc de pouvoir justifier ma présence dans les murs de la commission. Plus scientifiquement, j'étais ce que j'appelle un chercheur embarqué, c'est-à-dire que j'ai fait de l'observation pas tout à fait participante. Pas participante parce que je n'étais pas l'employé de la Commission européenne, je n'ai pas moi-même fait des travaux pour la Commission européenne, je n'étais pas salarié, mais plus que de l'observation directe, puisque j'étais quand même impliqué dans un monde social, dans une équipe, celle de Pierre Moscovici, à l'époque commissaire aux affaires économiques et financières. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus concrètement ce que ça veut dire. Bon, nous sommes en France. Je présume qu'il n'est pas nécessaire de trop longuement vous présenter le commissaire que j'ai suivi, Pierre Moscovici, ex-ministre socialiste français, et à l'époque, donc, commissaire aux affaires économiques et financières, c'est-à-dire principalement responsable de l'euro. J'en dirai quelques mots dans un instant. Mais un commissaire, c'est aussi un cabinet, c'est-à-dire c'est un entourage de collaborateurs et de collaboratrices, une quinzaine dans le cas de l'Union européenne, donc 7 membres réguliers, disons, et autant d'assistants. Ici, vous voyez le commissaire à Bruxelles, un endroit que certains d'entre vous connaissez peut-être, le Belga, à Place Flaget, avec 2 de ses collaborateurs que j'ai suivis donc, pendant toutes ces années, Simon, avec la cravate, un anglo-irlandais d'origine italienne élevé dans les îles anglo-normandes, et Leila, une anglo-britannique spécialiste d'économie chinoise. Ça vous donne une idée un peu du type de profil qu'on retrouve dans les cabinets de la Commission européenne. Simon et Leila étaient ce que j'appelle dans le livre des Bruxellois, c'est-à-dire des personnes qui ont investi leur vie professionnelle, mais aussi en grande partie leur vie sociale dans le projet européen, qui ont passé des concours européens, qui vivent à Bruxelles depuis plusieurs années, qui sont généralement fonctionnaires européens avec des origines souvent assez mélangées. Mais il y avait un autre groupe de personnes très important au sein du cabinet de Pierre Moscovici que j'appelle les Parisiens. Alors, les Parisiens, ce sont ceux qui, souvent, et celles qui sont venus avec le commissaire lui-même, qui ont un parcours tout à fait différent, qui ont probablement fait Sciences Po ou des grandes écoles en France, qui sont plus proches du Parti socialiste, qui peuvent avoir travaillé pour des cabinets ministériels français et qui sont donc à l'origine moins investis dans le projet européen et plutôt dans une logique de carrière, mais aussi de vie sociale, plutôt française. Et donc, ces 2 groupes-là ont été très importants pour moi, en tout cas dans la compréhension ou comme clé de lecture de ce qui se produisait au sein du cabinet, puisque par rapport à tous les enjeux que je vais évoquer, y compris et peut-être surtout la question du politique, ces 2 groupes avaient des rapports assez distincts. Ceux provenant de Paris ayant un rapport très intime avec la politique partisane, voulant faire de la politique, comme le commissaire lui-même d'ailleurs, et les Bruxellois étant plus ambivalents, à la fois attirés par cette question du politique, mais en même temps soucieux de préserver les équilibres, les consensus qui sont le propre du projet européen. Donc, on aura l'occasion peut-être, si vous le souhaitez, de revenir là-dessus. Mais la raison pour laquelle le commissaire Moscovici se prête bien à cette étude que j'ai menée, c'est que parmi tous les commissaires de la commission Juncker, c'était certainement un de ceux qui goûtait le plus cette idée de faire de la politique et qui reprenait à son compte le vocabulaire de la commission politique. Alors, un cabinet, c'est important de le comprendre, dans la Commission européenne, c'est un cabinet multinational, je l'ai mentionné, donc la plupart des membres du cabinet ne sont pas français, bien qu'ils aient presque tous un lien avec la France ou souvent parlent assez bien le français. C'était aussi un cabinet de gauche. Et ça, c'est une chose qui est souvent un peu négligée quand on pense à la Commission européenne, mais la plupart des commissaires ont une affiliation politique. Celle de Moscovici était assez claire. Et là, je trouve que c'est bien illustré par cette œuvre d'art qui a été décalquée sur le mur à la sortie des ascenseurs lorsqu'on entre au 10e étage du Berlaymont, là où se situe le cabinet de Pierre Moscovici. Donc, cette œuvre d'art qui, sur le ton un peu humoristique, affiche bien la couleur de gauche du cabinet. Alors, dans le contexte français, je sais que ça peut faire sourire de dire que Pierre Moscovici
et de gauche. Il est plutôt considéré comme l'aile pragmatiste, disons, du Parti socialiste. Mais dans le contexte européen, je peux vous assurer que ses positions étaient beaucoup plus à gauche que la plupart de ses collègues. Alors, je vous dis un mot encore sur mon enquête, sur la démarche qui était la mienne. J'ai mentionné que j'étais un observateur embarqué. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici, je vous montre deux images qui, je trouve, l'illustrent bien. La première, c'est un rendez-vous entre Pierre Moscovici et le premier ministre grec de l'époque, Alexis Tsipras, à Athènes, où je les avais accompagnés. Et moi, je suis un peu en retrait derrière le crâne chauve du chef de cabinet du commissaire, qui s'appelle Olivier, où j'observe les choses de près, mais je ne suis pas non plus au cœur de l'action. En plus, là, il y a des journalistes. La photo de droite aussi est un bon exemple. Donc, ça, c'est moi avec les lunettes. Je suis près du commissaire dans ce qu'on appelle un doorstep ou une mini-conférence de presse, ce qu'on appelle au Québec une mêlée de presse. Et moi, je suis là, je prends des notes, je me mêle à la foule, mais j'essaie non plus de ne pas être au cœur du dispositif. Donc, ça, c'était ma position. Et ça, c'est une chose sur laquelle je souhaite insister avant de passer aux questions plus de fond. Peut-être l'originalité de ce livre par rapport à beaucoup de choses qui ont été écrites sur l'Union européenne ou sur d'autres organisations internationales ou politiques en général, c'est que je n'anonymise pas les acteurs. Donc, dès le début du projet, il a été convenu avec non seulement l'institution, mais avec chacun des membres du cabinet de Pierre Moscovici et le commissaire lui-même, que je prendrais énormément de notes, que je prendrais tout en notes, que j'aurais l'accès le plus large possible à la vie. Donc, j'étais dans des réunions, les réunions de cabinet, les réunions de travail, des tête-à-tête, des bilatérales. Je l'ai montré, j'ai accompagné le commissaire dans certains séjours à l'étranger. J'étais aussi partie prenante de la vie sociale de ce cabinet. Mais l'engagement que j'avais pris au début, c'est qu'à la fin, je ne mettrais aucun mot dans la bouche des protagonistes sans leur autorisation. On pourra en reparler si ça vous intéresse, mais c'est ce que nous avons fait. Et à la fin, tous les membres et ex-membres du cabinet Moscovici ont lu le manuscrit et ont donc donné d'une certaine manière l'imprimature, ce qui fait que j'utilise leur vrai prénom dans le livre. Et il y a beaucoup de dialogues, d'échanges, de réflexions où ce sont vraiment les membres du cabinet qui me confient leurs frustrations, des blagues parfois, leurs ambitions, leurs oppositions les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est une des choses peut-être dont je suis le plus fier dans ce projet, dans la mesure où c'était aussi l'élément le plus risqué, c'est-à-dire de s'assurer que du début à la fin, une relation de confiance suffisante se mette en place pour que le livre puisse véritablement paraître. Alors, j'en viens aux questions de théorie politique pour plaire à Arnaud, mais peut-être à d'autres aussi. Ce qui m'intéresse dans le projet, je l'ai déjà mentionné, c'est ce que j'appelle le travail politique, c'est-à-dire comment ce commissaire et son équipe ont, d'une certaine manière, mis en œuvre cette idée de commission politique en faisant de la politique, ce qui, pour moi, signifie élargir l'espace de liberté au sein duquel des décisions peuvent être prises en fonction de nos valeurs. Donc ça, c'est la définition que je donne du politique, qui est une définition inductive. J'ai lu et relu pas mal de travaux en théorie politique, de Hannah Arendt à Maurice Duverger, à Marcel Gauchet et bien d'autres, mais je ne suis pas parti avec une idée du politique. À l'origine, c'est un projet ethnographique et cette question du travail politique n'est venue que de manière inductive. Parce qu'il m'est apparu que ce qui était intéressant dans le cas de l'Union européenne, ce sont les contraintes extrêmement fortes qui pèsent sur le politique. Les règles sont très formelles, le droit est très formel, les relations de pouvoir entre les États, les relations diplomatiques ou intergouvernementales sont extraordinairement lourdes. Les questions économiques jouent un rôle très important, surtout pour un commissaire qui met en œuvre une politique budgétaire. Donc, pour toutes ces raisons, il ne devrait pas y avoir beaucoup de politique au sens traditionnel du terme au sein de l'Union européenne, comme il n'y en a pas beaucoup au sein des autres organisations internationales. Or, ce que j'ai observé, ce sont des gens qui voulaient élargir cet espace du politique au sein d'une organisation internationale. Donc, c'est un peu, si vous voulez, le fil rouge de l'ouvrage. Et vous me direz, Arnaud et Manon, si ça marche ou pas.
Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner 4 exemples rapidement avant de conclure. Je suis plusieurs dossiers dans le livre. C'est ce que j'appelle un récit ethnographique, c'est-à-dire que ce ne sont pas 250 pages où je décris comment fonctionne le cabinet. J'essaie de montrer comment des dossiers particuliers ont été portés par le commissaire et ses collaborateurs et collaboratrices. Et j'essaie de montrer comment c'était du travail politique, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs, évidemment, dans cette histoire. Alors, un des dossiers importants, c'est celui de la Grèce, un autre, c'est celui des règles budgétaires, un troisième, c'est la réforme de la zone euro, et le quatrième, c'est celui de la fiscalité. Je les passe en revue très rapidement. Sur la Grèce, essentiellement, et je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la Grèce, vous êtes probablement, de la Grèce, encore, mais même pas l'histoire de la crise grecque, vous êtes peut-être familier avec l'ouvrage de Yanis Varoufakis, dont Costa Gavras a tiré un excellent film, qui montre comment finalement la Grèce a été écrasée, selon son point de vue, par les institutions européennes et par la Commission européenne en particulier. Or, le commissaire était une des personnes importantes dans ce dispositif. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est l'autre côté du miroir, c'est-à-dire comment cette réalité a été vécue non pas à Athènes, mais par ceux et celles qui avaient la responsabilité de mettre en œuvre les fameux programmes ou le mémorandum imposé à la Grèce après la crise de 2010. Et ce que j'observe, c'est qu'il y avait un désir de créer ce que les Moscovici, je les appelle les Moscovici, appellent de l'alternance dans le programme, c'est-à-dire de trouver des marges de manœuvre sans remettre en question les paramètres fondamentaux du mémorandum, alors que le gouvernement de Syriza, lui, voulait remettre en question les paramètres fondamentaux du programme. Et une bonne partie, la grande majorité, en fait, des États membres de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'Eurogroupe, ne voulaient rien toucher du tout. Et donc, le commissaire Moscovici et son équipe, lui, essayaient de voir où il y avait des marges de manœuvre de manière à créer ce qu'ils appelaient une success story. Alors, à la fin, le résultat est très mitigé. On pourra en parler si les détails vous intéressent, mais c'est une illustration de ce que j'appelle le travail politique, qui n'est pas nécessairement couronné de succès, mais qui vise à trouver des marges de manœuvre. Ça, c'est un exemple, et je le suis dans le livre à travers, par exemple, ces échanges que le commissaire avait souvent avec d'autres ministres grecs. Ici, c'est à Athènes, avec le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, où il y a cette recherche constante d'espace où il serait possible peut-être de donner un peu plus de liberté à Athènes sans nécessairement déplaire trop aux créanciers, essentiellement l'Allemagne. Mais de manière générale, l'idée, c'est que le travail politique, c'est décliné de différentes manières, en tout cas telles que je l'ai observé. Parfois, il s'est agi d'enrôler des alliés, par exemple au Parlement européen. Parfois, il s'est agi d'exploiter des fenêtres, par exemple, les parfois de trouver des appuis au sein des États membres, au sein de dirigeants, par exemple, socialistes dans les États membres. Je vois que ma connexion est encore instable. Mais je ne dis pas, et ça c'est un point important, et puis je vais m'arrêter là-dessus, je ne dis pas que ça a toujours fonctionné. Ce n'est pas une agiographie ou un éloge du travail politique. Au contraire, je montre que dans bien des cas, les obstacles institutionnels ou économiques ou juridiques ou diplomatiques étaient beaucoup plus forts et donc que le travail politique ne pouvait pas non plus faire de miracle. Et je ne dis pas non plus que de faire du travail politique est une bonne chose en soi. J'observe simplement que c'est une façon de penser l'Union européenne qui est distincte de la stricte application des règles institutionnelles ou des grands équilibres diplomatiques. Mais je vais m'arrêter ici pour vous écouter en espérant que je pourrai réagir et qu'on pourra parler de la situation aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qui a changé avec Ursula von der Leyen? Merci de votre attention. Merci à toi, Frédéric. Et effectivement, je confirme, les chapitres ne sont pas, loin s'en faut, un exposé d'une réussite. Il y a vraiment des chapitres qui sont clairement, au contraire, presque un échec de l'équipe Moscovici, en particulier sur la réforme de la zone euro. Manon, je te laisse la parole pour poser la première série de questions. Oui. Merci beaucoup, Frédéric.
J'ai pris, je pense un peu comme tout le monde, hein, tous ceux à qui j'en ai parlé, beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage, à la fois par le style, hein, qui est très facile et très agréable à lire, et aussi l'utilisation finalement des citations, des exemples de conversation qui aussi parfois sont assez marrantes. Et donc, ça rend vraiment facile la lecture. Et donc, je conseille, parce que je vois aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants dans le public, vraiment la lecture à tous les participants, parce que c'est voilà, un livre très abordable, mais qui à la fois apporte beaucoup d'éléments. Et voilà, vous m'avez fait comprendre pas mal de choses sur des sujets auxquels je connaissais vraiment rien, ou pas grand-chose, assez technique. Et donc, c'est aussi bien de le souligner, je pense, d'entrée de jeu. C'est aussi un ouvrage qui est une mine d'informations, du coup, sur beaucoup de dossiers lourds, parfois très techniques, mais du coup, on comprend beaucoup mieux à la lecture de cet ouvrage. Je, moi, je vais le dire d'entrée de jeu, je suis un peu triste parce que dans l'introduction, vous avez exclu le CETA, l'accord avec le Canada. Et ça m'aurait vachement arrangé que vous l'étudiez. Mais ce n'est pas non plus le portefeuille de Moscovici, donc je comprends qu'il n'ait pas été traité. Mais quand je vois les informations que vous apportez sur les autres dossiers, ça m'aurait quand même arrangé. Après avoir dit tout ça, c'est vrai que la méthodologie, l'ethnographie, j'ai réellement pas l'habitude de lire ce type d'ouvrage. Et c'est assez déroutant aussi de lire ce type d'ouvrage quand on n'en a pas l'habitude, quand on n'a plutôt l'habitude de la Sciences Po, plutôt théorie politique, etc. Et donc, évidemment, quelques questions me sont venues. Je vais poser 4 questions ou remarques qui sont des questions, j'allais dire, assez basiques sur le fonctionnement de la Commission européenne, qui sont moins théorie politique que sans doute Arnaud évoquera plus. Je pense qu'on va faire un petit jeu de good cop, bad cop avec Arnaud. Ouais, il sera gentil, mais je pense qu'il a plus de questions un peu plus compliquées que je ne vais les poser. Donc, la première question moi, que je me pose, c'est plutôt concernant la thèse générale de l'ouvrage. Il y a une chose qui m'a un peu manqué dans l'introduction, mais qui du coup est sans doute propre aussi à l'ethnographie, dont je n'ai pas l'habitude. Vous essayez de démontrer, comme vous venez de l'expliquer tout le long du livre, comment des enjeux deviennent politiques, comment la Commission peut aussi faire de la politique, influer sur les résultats et malgré des contraintes. Et c'est vrai que tout le long de l'ouvrage, je me suis demandé je me suis posé la même question, à savoir à quoi ça sert de politiser la Commission européenne, quel est l'intérêt d'avoir une commission politique, quels sont les enjeux en fait qu'il y a derrière l'émergence ou non d'une commission politique. Alors, vous apportez quelques éléments en conclusion, hein, mais peut-être pour le public aussi, revenir un petit peu sur ce point. Ce qui m'amène à la deuxième question qui est aussi liée, c'est aussi un peu, c'est une question assez basique, mais aussi pour éclairer le public. Finalement, est-ce que la mission attribuée à la Commission européenne hein, par les traités lui permet d'avoir ou l'autorise même à faire de la politique? L'indépendance de la Commission européenne, gardienne des traités, la défense de l'intérêt général, ça revient souvent dans les livres. Hein, il y a cette tension vraiment entre la légitimité et la crédibilité de la Commission, pardon. Et donc, souvent une peur qui revient des fonctionnaires aussi, hein, mais aussi de certains membres du cabinet, d'ailleurs de Moscovici, hein, de la perte d'indépendance de la Commission et de l'impossibilité de maintenir et de défendre l'intérêt général en faisant de la politique. Et finalement, ça rejoint la première question dans le sens où on se dit, comme il y a déjà le Conseil européen, le Conseil de l'Union qui tranche politiquement les propositions de la Commission, pourquoi finalement avoir une commission politique? J'essaye d'aller vite aussi pour que vous puissiez répondre aux questions et je sais aussi qu'Arnaud a pas mal de questions. Désolée si ça va un peu vite. Ça m'amène un peu à la troisième question. En admettant que la Commission peut se donner ce rôle politique, comme l'a voulu Juncker et Moscovici, est-il réellement possible finalement de faire de la politique à la Commission européenne avec une équipe de techniciens? Comme vous l'avez décrit assez bien aussi dans votre présentation, hein, mais très longuement dans le livre, le profil des collaborateurs de Moscovici est très particulier. Vous avez donc les Bruxellois qui sont davantage des techniciens, sortis aussi des grandes écoles, mais aussi des grandes écoles européennes, Conseil de l'Europe, je mélange les institutions, de Bruges. Et de l'autre côté, les Parisiens qui sont un peu plus politisés, un peu plus militants, qui viennent de l'appareil partisan,
mais qui ont une place très, très faible en fait par rapport aux Bruxellois dans la gestion des dossiers. Et donc finalement, on a l'impression que dans le cabinet, ceux qui gèrent les dossiers, qui sont à la manœuvre, c'est plutôt les Bruxellois, et donc que ce sont plutôt des techniciens qui gèrent les dossiers à Bruxelles. Et donc je me suis dit, au vu de la formation du cabinet, est-ce qu'il est possible vraiment de faire de la politique quand il y a seulement le commissaire qui est politique finalement. Et dans le livre, à plusieurs endroits, on voit vraiment cette distinction et cette peur parfois des collaborateurs des choix pris par le commissaire de faire de la politique. Parfois, ils s'étonnent, voire même ils s'énervent, vous le dites, des choix politiques ou du choix de politiser certains dossiers par Moscovici. Et donc, on voit à plusieurs endroits du livre cette forte distinction entre les Bruxellois et les Parisiens, et puis cette forte méfiance des Bruxellois, surtout vis-à-vis de la politique. Et donc, voilà, la question, comment faire de la politique avec des techniciens. À ça s'ajoute aussi le poids très fort de l'administration de la Commission européenne. Pour être passé un temps au Parlement européen, j'ai aussi lu le livre avec un peu la vision Parlement européen et avec la comparaison, et je me disais très vite, moi qui travaille sur le commerce international, je connais le nom du directeur, de la directrice générale de la DG Trade, mais pas du tout d'ailleurs je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, secrétaire général de la commission INTA qui s'occupe du commerce au Parlement européen. Et donc, alors qu'au Parlement, l'administration a aussi une importance particulière, elle prépare tous les textes, elle a un fort poids et une importance réelle, mais beaucoup moins publique ou beaucoup moins médiatisée. Et donc, ça s'ajoute un peu déjà à l'absence de militants au sein des cabinets. Donc, c'est un peu cette troisième question sur comment on fait de la politique sans politique. La quatrième et un peu dernière question qui est un peu longue, c'est plutôt sur la communication du cabinet. La communication du cabinet qui est assez centrale dans l'ouvrage, parce que ça fait partie, comme vous le présentiez à l'instant, des facteurs qui permettent aussi le travail politique. Vous expliquiez qu'il y a 3 facteurs qui ont permis à Moscovici et au cabinet de faire un travail politique, la volonté politique de Moscovici, la possibilité de s'appuyer sur des personnages et réseaux influents, mais aussi la communication. Et vous ajoutez aussi que le travail politique, c'est aussi assumer le conflit. Et c'est là que j'ai un petit doute en lisant l'ouvrage et en voyant la communication de Moscovici, mais aussi de la Commission européenne sur les dossiers. Au moins 2 choses qui m'apparaissent. Le premier, c'est le sentiment que le conflit politique n'est pas toujours assumé publiquement, à la fois par le cabinet, mais aussi par la Commission en général. Plusieurs exemples dans l'ouvrage. Je crois que c'est sur le dossier grec. À un moment donné, Moscovici va dîner avec les grands responsables protagonistes politiques de la crise grecque, Commission, FMI, etc. Et donc, vous citez une explication qu'il vous donne à la sortie du dîner, où il vous dit « Nous sommes une commission politique, mais dans un système qui fonctionne au consensus, on ne peut pas afficher le dissensus en public. En plus, on serait considéré comme illégitime. » Puis un peu plus loin, au chapitre 15, il dira dans un discours « Ce qu'on a fait hier avec les avis budgétaires de 2016, nous avons agi comme un ministère des Finances. C'est un combat souterrain, ce n'est pas lisible. » Et finalement, le conflit ou le dissensus interne à la Commission, mais aussi conflit entre la Commission et les autres institutions européennes, n'est pas publiquement affiché. J'ai l'impression que ça peut aussi poser un problème pour assumer une commission politique. Pour une commission qui se dit politique, ça peut être un souci de cacher le dissensus qui est propre au travail politique, comme vous le posiez en introduction. Et la deuxième chose, c'est sur ce même point de communication, c'est que Moscovici lui-même, finalement, dans sa communication, n'assume pas toujours les choix politiques de son cabinet. Juste un exemple, c'est une phrase que vous soulignez, c'est la seule phrase que vous soulignez du discours et elle m'a un peu marquée. C'est dans le chapitre 6, une conférence de presse de Moscovici qui est à Rome, où il est allé à la rencontre du gouvernement italien pour discuter de possibles sanctions relatives au déficit budgétaire de l'Italie. Et il dit en conférence de presse à la commission, on laisse la politique à la porte. C'est page 185. Ce à quoi ses collaborateurs, d'ailleurs, en rigolant, répondent « si, un peu quand même ». Et c'est vrai que ce passage m'a un peu marqué. On voit que la politisation, finalement, elle n'est pas tout à fait assumée à ce moment-là par le commissaire, lorsque, finalement, on peut lui reprocher publiquement une décision politique, un 2 poids 2 mesures, parce que juste avant, il n'avait pas sanctionné l'Espagne ou le Portugal
qui étaient également en déficit. Et finalement, ils se cachent derrière les règles, juste les règles, lorsqu'il faut sanctionner les populistes italiens, alors même que dans la suite de l'ouvrage, on voit que c'est clairement une décision politique, à ce moment-là, d'imposer des sanctions. Il n'y aura pas de sanctions finalement, mais de lancer le processus de sanctions. Et donc finalement, toute cette partie de communication, moi, ça a eu tendance à me brouiller un peu sur l'objectif politique de cette commission Juncker. Ça donne le sentiment qu'elle se cache parfois lorsque c'est politiquement rentable, entre guillemets, derrière sa technicité, son expertise, pour ne pas assumer que les décisions sont finalement des décisions politiques. Donc c'est un peu pendant tout le long de l'ouvrage. À la fin de l'ouvrage, j'ai eu du mal à comprendre du coup la posture de Moscovici et de Juncker face à la politisation de la commission et donc le sens de cette commission politique. C'est les 4 grandes questions que je voulais poser. Je vais juste faire un petit clin d'œil à la page. Alors, j'ai essayé de noter page 244. Vous parlez, vous citez le dossier pardon. J'essaie de me remettre. J'ai pas noté les listes noires, pardon, des paradis fiscaux. Et vous notez page 244 comme le gouvernement tunisien a fait un fort lobbying pour sortir de ces listes noires de paradis fiscaux. Ça m'a fait sourire parce que je travaillais au Parlement européen à ce moment-là et c'est le bureau de ma députée qui était à la manœuvre pour faire sortir les Tunisiens de cette liste-là. Et précisément, l'argumentaire qu'on opposait à la Commission et au Conseil à ce moment-là, qui tous deux géraient 2 listes différentes sur lesquelles la Tunisie était, c'était précisément dire à ce moment-là, vous devez faire un choix politique et pas seulement appliquer la règle parce que la Tunisie est en transition démocratique, etc., etc. Et du coup, ça m'a fait sourire de voir ce petit passage du livre sur la Tunisie. Et, je vais m'arrêter là et je vous remercie encore pour cette présentation. Merci Manon. Frédéric, à toi. D'abord, merci infiniment Manon pour vos commentaires généreux et qui, à mon avis, résument mieux le livre que je ne l'ai fait moi-même. Alors sur la Tunisie, ça a marché quand même. Donc, ça valait la peine. Je vais commencer par votre 4e question, parce que je la trouve... donc, l'extrait que vous avez évoqué, je le trouve parfait pour résumer ma réponse. Donc, effectivement, le commissaire est à Rome, où il est là pour expliquer au gouvernement, à l'époque de la Lega et de Cinque Stelle, que les règles sont les règles et donc ils vont devoir changer leur budget. Et donc, il explique la commission, et on l'accuse évidemment à Rome parce qu'il y a une campagne depuis plusieurs semaines qui stigmatise énormément le commissaire Moscovici comme étant un ennemi de l'Italie, campagne menée en grande partie par Mario Salvini, mais aussi par les dirigeants Luigi Di Maio, notamment en Italie. Et donc, il insiste pour dire que ce n'est pas une décision politique, c'est basé sur les règles. Donc, la commission laisse la politique à la porte. Et j'ai un de ses assistants à côté de moi, on est tous réunis dans son bureau en train de boire du vin mousseux à ce moment-là, parce que le commissaire n'est pas là, donc quand le chat est parti, les souris dansent. Et on regarde la conférence de presse, tous réunis sur un téléphone portable. Et dès qu'il dit ça, l'assistant à côté de moi dit... Quand il dit on ne fait pas de politique, il dit « Ah si, quand même un peu ». Et tout le monde part à rire parce que c'est évident que ça a été ultra politique pendant toute la saison, tout l'automne 2018. Alors, il y a 2 façons de répondre à cette question-là. Est-ce que le commissaire assume le conflit ou pas? D'une part, c'est sûr que vous marchez toujours sur une ligne de crête parce que toutes les autres contraintes ne disparaissent pas, parce que, comme vous l'avez mentionné, les traités existent, les règles existent, et donc un commissaire européen ne peut pas faire comme si il s'affranchissait tout à fait des règles. Et d'ailleurs, il ne s'affranchit pas tout à fait des règles. Il ne s'affranchit en fait jamais des règles. Là où la Commission joue un rôle, c'est dans des marges d'interprétation qui lui sont laissées, et c'est là où le politique devient intéressant. Mais moi, je n'ai jamais observé qu'ils aillent à l'encontre des règles. D'ailleurs, ça pourrait être, ça serait sanctionné s'ils le faisaient. Ça pourrait se retrouver devant la Cour européenne de justice. Donc, d'un côté, il faut préserver cette image qui est sincèrement, je pense, défendue par la plupart des gens à la Commission, selon laquelle la Commission est une organisation basée sur des règles. Mais de l'autre côté, ce désir de faire de la politique, de réaliser que les règles ont des conséquences, que dans une certaine mesure, on peut essayer de jouer avec ces règles, de trouver des marges de manœuvre. Bon, ben, c'est
tout l'intérêt de l'exercice et tout l'intérêt pour moi du travail politique, c'est de marcher sur cette ligne de crête. Donc ça, c'est une première réponse que je pourrais vous donner. La deuxième, et elle est peut-être plus analytique, c'est le fait qu'évidemment, dans la communication en particulier, le commissaire s'exprime différemment lorsqu'il s'adresse à des publics différents. Lorsqu'il s'adresse à des parlementaires du groupe socialiste au Parlement européen, il dit camarades et il n'hésite pas à dire « Nous sommes 8 socialistes au Collège des commissaires et nous défendons votre point de vue ». Lorsqu'il est dans un État membre ou à l'ECOFIN, il ne va évidemment pas s'exprimer comme étant un commissaire socialiste. Il est le commissaire responsable d'un portefeuille. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important et qui est assez bien illustré par ce que son chef de cabinet appelle le triangle entre la France, l'Europe et le portefeuille. Dans certains cas, c'est plutôt la gauche, l'Europe et le portefeuille. Dans certains cas, non. Oui, c'est ça. Dans certains cas, ça va être plutôt une dimension qui va être mise de l'avant, dans d'autres, une autre. Alors, pour vos autres questions, à quoi ça sert de politiser? Il est peut-être important de rappeler, et je ne veux pas anticiper sur la discussion qu'on va avoir avec Arnaud, mais que, effectivement, c'est un vieux débat en sciences politiques, en théorie politique. Est-ce que c'est une bonne chose de politiser l'Europe? Si on retourne dans les théories fonctionnalistes à la David Mitrani des années 40, il ne fallait surtout pas politiser. L'idée, c'était de transcender les conflits nationaux par la création d'une espèce de technostructure supranationale. Donc ça, c'est le projet initial. Déjà, Ernst Haas, lorsqu'il crée le néo-fonctionnalisme, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas passionnés par les théories de l'intégration européenne, mais déjà, lui reprend cet élément-là, mais il y ajoute les groupes d'intérêt, les partis politiques, et il dit que ça va créer une dynamique qui va être quand même politisante, mais à partir d'un point de départ qui est celui des règles et de la technostructure. Et vous avez raison de rappeler que cette idée de la commission gardienne des traités, elle est très influente au sein de l'institution elle-même et encore plus de l'autre côté de la rue, au Conseil, où on juge que ce n'est pas à la Commission de faire de la politique, c'est au Conseil de faire de la politique. Cette idée-là, elle est reprise par de nombreux auteurs. Aujourd'hui, par exemple, Luc Van Middelaar, qui a écrit sur le Conseil, c'est la thèse qu'il défend, c'est-à-dire que la Commission est au service du Conseil, la vraie politique, là où il y a des vraies responsabilités, c'est au Conseil. Alors, je suis d'accord que sur les grands enjeux constitutionnels ou dans des situations d'urgence, il est normal que ce soit les chefs d'État et de gouvernement qui prennent les grandes décisions politiques. Mais il faut savoir que lorsque c'est le Conseil qui fait de la politique, c'est essentiellement basé sur le poids respectif des États membres. Donc là, on est dans une logique qui est quand même assez diplomatique où, sans surprise, l'Allemagne a plus de poids que, disons, les Pays-Bas. Donc, c'est une logique qui a sa place. Je pense que c'est très importante. Elle est incontournable lorsqu'il s'agit de prendre des décisions du type « Allons-nous créer un fonds de relance de 750 milliards d'euros ou modifier les traités ?» Mais en même temps, il serait illusoire de penser que dans la mise en œuvre des politiques, il n'y a pas une énorme marge d'interprétation politique parce qu'effectivement, ces politiques vont créer des gagnants et des perdants. Et à partir du moment où elles créent des gagnants et des perdants, de se cacher derrière un voile technocratique, je pense que c'est une erreur. Et on le voit assez bien, je crois, je vais terminer là-dessus, avec la tentative d'Ursula von der Leyen de sortir du politique. Lorsque Ursula von der Leyen est nommée présidente de la Commission européenne, d'abord, elle est nommée à partir d'un processus qui est beaucoup moins politique que celui qui avait donné naissance à la Commission Juncker, puisque les Spitzenkandidaten sont mis à l'écart à cause des Français. Elle est elle-même une personnalité politique pas très politique, pourrait-on dire, et ça se voit, par exemple, dans sa communication qui est extrêmement technocratique. Ce n'est pas un jugement négatif que je porte, mais c'est très technocratique par rapport au type de communication que faisait Jean-Claude Juncker. Elle fait face à un défi différent sur le plan des grands équilibres à Bruxelles que celui de son prédécesseur, puisqu'on ne l'a pas mentionné, mais Juncker avait en face de lui un Parlement où le centre-gauche et le centre-droit avaient la majorité ensemble. Donc, tout était décidé en fonction de cette grande majorité, de cette grande coalition au Parlement. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. C'est beaucoup plus difficile de former quelque chose comme une coalition au Parlement. Donc, Ursula von der Leyen se disait,
on va sortir par le haut, on ne va pas faire de politique. Mais elle y est ramenée parce qu'avec la COVID, avec la politique sur le vaccin, avec la mise en œuvre du plan de relance, on voit bien que la Commission ne peut pas se cantonner dans un rôle technocratique. Elle est constamment interpellée par les opinions publiques, par les médias, par les gouvernements. Elle doit apporter des réponses et à partir du moment où elle fait ça, elle fait, me semble-t-il, de la politique où elle est ramenée aux politiques. Donc, pour moi, cette question de la politisation, ça peut avoir des effets extrêmement funestes, la politisation, notamment lorsqu'elle va à l'extrême, lorsqu'elle devient une logique strictement partisane. Et ça, je l'ai observé aussi dans des nominations qui ne répondent pas vraiment à d'autres considérations que celle de plaire à un parti politique ou à un autre. Donc, je vois bien les effets très négatifs. Et beaucoup d'auteurs, en fait, je pense que la majorité des penseurs ont plutôt tendance à dire que de faire de la politique pour la Commission, c'est extrêmement dangereux parce qu'elle ne maîtrise pas bien les codes et qu'elle fait face à un espace qui est trop hétérogène. Et je comprends cet argument-là, mais j'ai du mal à voir comment elle peut complètement s'en affranchir dans la situation actuelle. Donc, ce sera mes brèves réponses pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Alors non, je ne vais pas essayer de le bad cop. Je vais essayer juste de poser 5 questions sur un peu 5 points différents. Le rapport à l'écriture, l'intention du livre, le rapport à l'objet, la question de l'invisibilité, à mes yeux, de la question des visions ou désaccords sur les visions, et puis quelques questions connexes qui sont venues en lisant. Alors sur la question du rapport à l'écriture, je voudrais redire ce qu'a dit Manon. C'est quand même un ouvrage qui présente une première qualité absolument surprenante. C'est quand même parler d'un objet très technique d'une façon extrêmement facile et simple. Ça peut se lire vraiment comme un roman. Je trouve qu'il y a une performance d'écriture assez incroyable derrière, une capacité à pouvoir synthétiser des dossiers extrêmement complexes qui fait qu'à tout moment, on comprend, on est pris par la main, on est emmené, c'est très très facile. Et ça, c'est quand même rare. Donc, ça veut dire aussi, en termes d'application, Frédéric, que nous allons, tous les enseignants de sciences politiques, te piller abondamment en termes de citations, d'exemples, qu'on va évidemment mettre dans les cours pour illustrer comment ça marche à l'intérieur de la Commission européenne. Et je trouve que ça, c'est quelque chose vraiment de très bien. Le livre se présente finalement un peu comme une série. Il y a un premier épisode sur la présentation de l'équipe Moscovici, il y a 2 épisodes sur la crise grecque, il y a un épisode sur la confrontation entre la Commission et l'Italie de Salvini, il y a un épisode sur la réforme de la zone euro, il y a 2 épisodes sur la politique fiscale. Donc on est un peu comme ça sur un mode d'une série, mais il y a un épisode spécial au milieu sur lequel je reviendrai, qui est ce que j'appellerais le portrait de Pierre Moscovici, le chapitre qui s'appelle « Un commissaire socialiste français ». Et qui, moi, me pose une série de questions. Mais mon premier point, c'est cette question de l'écriture. Surtout quand on est dans une approche ethnographique comme tu l'es, on sait que l'écriture joue un rôle absolument déterminant. Donc, je voudrais comprendre comment toi, tu as envisagé, au démarrage, le projet d'écriture du livre, à partir de l'ensemble des matériaux dont tu disposais. Comment tu t'es orienté par rapport à ça? Parce qu'il y avait plusieurs manières de faire, de procéder. En te lisant, j'avais le souvenir d'un livre écrit sur François Mitterrand par un journaliste et pas un académique, mais qui avait structuré son propos en faisant première partie lire, deuxième partie écrire, troisième partie parler. Voilà. Et donc, c'était aussi une approche de type très ethno, très descriptive volontairement. Et là, je trouve qu'il y a une question en particulier. Comment tu te situes? Parce que parfois, on a l'impression que tu es surtout dans l'ordre du témoignage d'un observateur très averti, et parfois plutôt dans une logique d'analyste, mais un analyste d'un type très particulier, parce que c'est un analyste qui fait confiance à la mise en récit des faits. Donc, assez différent de ce que pourrait être un analyste, disons, de sociologie classique, qui prend un modèle, amène le modèle, regarde si ça colle ou si ça colle pas. Ce n'est pas du tout ta démarche. Donc, je suis intéressé par cette question-là. Comment, à partir des matériaux, tu as conçu le projet d'écriture? La deuxième chose, c'est la question de l'intention du livre. Donc, tu assumes et tu as dit, tu te situes dans une démarche ethnographique qui se situe dans le prolongement des travaux de George Ross. Mais du coup, pour moi, ça pose un peu 2 interrogations. Il y a 2 angles. D'abord, c'est loin, parce que le bouquin de George Ross, c'était 1995, Oxford University Press. Mais de mémoire, il concluait sur cette idée que, bon, Delors avait plutôt réussi sur le volet économique, mais avait un héritage assez limité sur le volet social et sur le volet politique. Là, on n'a pas trop
ce type de conclusion, entre guillemets, on peut lire chapitre par chapitre en se disant, bon, OK, sur la zone euro, il a échoué, sur la réforme de la zone euro, c'est mitigé sur la Grèce, bon, on peut, mais il y a moins une conclusion générale d'ensemble. Et puis, ce qui, moi, m'a intrigué, c'est les travaux sur l'anthropologie politique. Tu as cité Marc Abélès ou Irène Bélier, etc. Ils ont beaucoup insisté sur l'idée que la politique en Europe obéissait à un code très particulier et qu'il fallait se socialiser à ce code. On ne fait pas de la politique à Bruxelles comme on fait de la politique à Paris. Or, bizarrement, on ne sait pas si Pierre Moscovici s'est aisément socialisé aux règles de Bruxelles, alors qu'il avait jusqu'ici une carrière nationale. Tout semble dire que finalement, il s'est moulé très aisément dedans. Et pourtant, cette question, elle apparaît à mon avis de manière souterraine, parce que par exemple, ce que tu dis sur Varoufakis dans le livre, et ce que l'équipe de Moscovici conclut finalement sur Varoufakis, c'est quand même que, OK, il n'avait pas tort sur le plan des idées, mais il n'était pas socialisé au code politique européen. Il ne savait pas faire de la politique européenne. Et donc, voilà. Est-ce que la conclusion du livre, finalement, c'est, bah oui, il y a vraiment un code spécifique de manière de faire la politique et qui est la clé d'entrée. Peut-être que la question de l'activité politique, c'est apprendre quelque chose de très spécifique aux institutions et en l'occurrence à la Commission. La troisième question, elle porte sur le rapport à l'objet. Ça, c'est une question qui je trouve un peu difficile. Et quelque part, tu l'as touché du doigt. Évidemment, c'est compliqué lorsqu'on vient comme ethnographe dans une institution, on fait une observation durable, on est immergé, on vit dedans. Mais en plus, ici, tu le dis au démarrage, il y a une proximité entre toi et Pierre Moscovici, y compris une proximité politique de type social-démocrate. Et donc, comment est-ce qu'on tient son objet à la bonne distance? Et tu reviens dans la conclusion là-dessus en te demandant si finalement tu n'as pas fini par incorporer leur culture et avoir un peu leur propre manière de faire ou de penser les choses. Or, et je reviens au fameux chapitre sur Pierre Moscovici, quand on est un lecteur français, je pense qu'on n'a pas du tout la lecture de Pierre Moscovici que toi, tu as. C'est-à-dire que, évidemment, nous n'avons pas, nous, la proximité avec Pierre Moscovici que tu as eue. Et par contre, comme citoyen français, on a la durée. On connaît Pierre Moscovici dans notre paysage depuis fort longtemps. Et donc, pour nous, je vais essayer de le dire de manière très gentille, mais pour nous, Pierre Moscovici, c'est quand même un dinosaure qui incarne l'écroulement du Parti socialiste et quelque part une forme de compromission du socialisme français, enfin, autant que François Hollande, pourrait-on dire. Et en plus, il y a des éléments dans ton livre qui peuvent nous conduire à ça, parce que d'un côté, il y a cette affirmation, la commission doit être politique, on doit élargir le champ du politique, etc. Et puis en même temps, quand on est rendu en Italie, on dit le contraire. Et donc, il y a cette dimension. Est-ce que vraiment il est vertébré, structuré? C'est évidemment le reproche qu'on fait aujourd'hui au socialisme français d'être finalement devenu quelque chose qui a perdu sa structure intellectuelle. Ce qui m'amène sur le quatrième point, qui est la question des désaccords sur les visions. Évidemment, le livre, il est construit pour chaque chapitre pratiquement autour de conflits, conflits qui sont souvent autour d'outils, comment on doit utiliser l'outil, comment on doit l'interpréter, et puis au bout du bout, sur la construction d'un compromis pour que ce soit acceptable par tous. Mais j'ai des interrogations là-dessus, et qui rejoignent un petit peu, c'est quoi Pierre Moscovici intellectuellement, si je puis dire. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de la zone euro, le livre nous présente une sorte de clivage premier qui est l'opposition entre les ordo-libéraux d'un côté et ce que tu appelles les solidaristes de l'autre. J'ai l'impression que les solidaristes sont en fait des keynésiens, mais on est plutôt sur une ligne de fracture d'ordre très économique. Mais finalement, il y a un autre clivage qui, au cours de ce chapitre, monte en scène, qui est le clivage entre ceux qui sont des fédéralistes et ceux qui sont des intergouvernementalistes. Et la posture finale, peut-être Moscovici est-il d'ailleurs ici l'emblème d'un problème politique général de l'Union, c'est que finalement, il est prêt à s'asseoir sur la dimension de solidarité, donc de keynésianisme, pourvu que le pouvoir de la Commission soit renforcé.
Et donc, pourvu que le fédéralisme l'emporte au bout du bout. Et donc, l'enjeu, in fine, c'est de savoir si ça va être la Commission qui va contrôler le mécanisme européen de stabilité, si vraiment on va mettre en place un ministre de l'économie et des finances européen. Et derrière ça, on a cette espèce de deal tueur ou de deal extrêmement problématique pour l'Union européenne, qui est l'accord PPE socialiste et démocrate, si on peut dire, qui est constitution d'un méta-pouvoir continental pour mieux discipliner les économies nationales. Donc, quelque part, pour mieux contraindre les sociétés européennes à s'ajuster aux impératifs de la mondialisation. Si on prend cette posture-là en se proclamant socialiste, comme il le dit, ça pose une vraie question, c'est-à-dire, quelque part, toute la dimension solidariste, elle est passée à la trappe. Finalement, on arrive à une lecture ordo-libérale couplée à un fédéralisme exécutif, le fameux gouvernement économique de la zone euro. Et donc, je me suis beaucoup interrogé là-dessus et aussi, il y aurait des détails sur d'où viennent leurs idées quand ils travaillent dans l'équipe. Où est-ce qu'ils prélèvent, comment ils s'alimentent intellectuellement. Et je termine par quelques questions beaucoup plus ponctuelles. Il y a quelques travaux très peu qui sont menés en sciences politiques sur la question de l'agenda des politiques. J'allais dire au quotidien, leur vie au quotidien. Il y a quelques maires, quelques grands présidents qui ont accepté d'ouvrir leurs livres, mais c'est rare. Et donc, on a beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce que c'est qu'être un politique au quotidien. Et donc, est-ce que toi, dans ce travail-là, tu as des matériaux qui te permettent de te dire, il consacre à peu près tant de temps à la représentation, tant de temps au travail interne en commission avec son équipe ou à l'intérieur de la commission lorsque c'est avec le collège. Combien de temps il a pour la vie personnelle et derrière, j'ai même une petite interrogation personnelle qui est, a-t-il le temps de lire et de réfléchir? Je dis ça en rappelant que Jacques Delors, puisqu'on parlait du livre de Georges Ross au démarrage, avait expliqué que chaque jour, chaque soir en se couchant, il s'astreignait à lire 50 pages d'un livre. Il le disait comme ça. Et je me souviens que quand il avait déclaré cette chose-là, on s'était dit, tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là, on s'était dit, mais sur la scène européenne, combien d'hommes politiques sont capables encore aujourd'hui, dans le rythme fou qui est le leur, le flux de questions qui leur remontent, sont capables de faire ça? Est-ce que tu as des indications sur, par exemple, un personnage comme Moscovici, et même ses collaborateurs, combien de temps ils ont pour réfléchir? Et enfin, j'ai été frappé, ça rejoint un peu ce que dit Manon, j'ai été frappé par le poids de la communication, le poids accordé à la communication. Tout semble indiquer que l'activité politique, c'est fondamentalement faire des communiqués. C'est parler et faire des communiqués, soit aux journalistes, soit aux partenaires de travail, dans la commission, dans l'Eurogroupe, au groupe socialiste et démocrate, au Parlement, etc. Et ça me gêne, ça me pose aussi une interrogation. Et puis, ultime question, tu as commencé à répondre, mais je voudrais la reposer autrement. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que cette commission était plus politique que les autres? En quoi elle était plus politique que Barroso et plus ou moins politique que Van der Leyen? Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas dire, pour prolonger ce que tu viens de dire sur Van der Leyen, que simplement la politique se fait autrement chez Van der Leyen? Dès le démarrage, elle vient avec un grand projet centré sur l'environnement, plutôt que sur une coalition stabilisée. Et donc, est-ce qu'elle ne cherche pas à faire de la politique un peu autrement, en ayant plus une fonction de go-between qu'une fonction d'assumer un portage politique, qui est lui-même pas très clair lorsque la coalition, c'est des libéraux, le PPE, plus les socialistes et les démocrates. Bon, je m'arrête là et je te renvoie les questions. Merci, à toi. Merci beaucoup, Arnaud. Non seulement votre lecture à tous les deux est très généreuse, mais elle est aussi très serrée, donc je vous en remercie. Je vais commencer dans l'ordre inverse. Est-ce que cette commission était vraiment plus politique que les autres? Alors, une des choses que je rappelle dans le livre, et ça m'a beaucoup fait rire, de constater que, alors qu'on associe toujours le terme de commission politique à Jean-Claude Juncker, en fait, Roy Jenkins, président de la commission à la fin des années 70, disait aussi vouloir mener une commission politique. Donc, c'est une vieille antienne de la politique européenne et ça force à mettre les choses en perspective. Moi, je n'ai aucun mal à dire que cette commission a été plus politique, par exemple, que celle de Barroso ou ce qu'a voulu faire von der Leyen, dans le sens suivant, où il y a eu, je pense, une volonté plus forte de façonner soi-même l'espace
du politique ou la marge de manœuvre. Là où je n'ai pas la réponse, alors que, par exemple, Barroso était plutôt, disons, je ne veux pas dire, suivait plutôt le leadership, disons, du Conseil. Là où je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que c'est la personne ou le contexte qui a changé? C'est-à-dire que, par exemple, Barroso vit les années 2009, 2010, 2011, où on est en pleine crise économique et financière, où, sans surprise, les chefs d'État et de gouvernement prennent énormément de place et lui-même, même s'il avait voulu proposer des choses, en aurait-il été capable? Je n'en suis pas certain. Par rapport à ça, Juncker arrive dans un contexte qui m'apparaît plus favorable, le Parlement, la situation en Europe, l'opinion publique qui est un peu moins défavorable à l'Europe à la fin qu'elle ne l'était au début. Donc, je pense que les circonstances expliquent en partie les choses, mais on pourra avoir une plus longue discussion. Je crois que ça a été une commission particulièrement politique, comme l'a été celle de Delors. J'ai juste du mal à distinguer le rôle des individus du poids du contexte. Alors, il y a des questions sur Moscovici, des questions sur moi et des questions sur la vie quotidienne du cabinet. Je vais commencer par la vie quotidienne. Je tiens à souligner que, évidemment, mon point de vue est situé. Au début du projet, on m'a dit « Ah, tu vas étudier tous les cabinets pour pouvoir faire des comparaisons. » Et j'ai refusé de le faire parce que j'ai préféré consacrer mon temps à un approfondissement du cas des Moscovici plutôt que de mener des entretiens qui auraient été nécessairement plus superficiels avec les autres cabinets. En même temps, j'ai passé beaucoup de temps à la cantine ou à la cafétéria du 11e étage, qui est fréquentée par tous les membres du cabinet. Et donc, j'ai rencontré énormément de gens et j'ai eu beaucoup d'échanges qui m'ont permis de tirer un certain nombre de conclusions. Mais je vais quand même juste me concentrer sur le cas des Moscovici. La première chose à dire par rapport à la situation française que vous connaissez peut-être, c'est que d'un commun accord, tous les Moscovici s'entendent pour dire qu'on travaille moins à Bruxelles qu'à Paris. Donc, il y a cette idée très, très forte que dans les cabinets ministériels parisiens, on travaille jusqu'à 22h, 23h, alors que l'équilibre famille-travail est beaucoup plus valorisé à Bruxelles. Et donc, les gens travaillent beaucoup, mais ont des horaires quand même plus raisonnables, ce qui leur permet d'avoir une vie quotidienne qui est, de mon point de vue, qui a été une surprise. Je l'ai trouvée extraordinairement normale. Moi, je m'attendais d'abord à voir des individus carriéristes, ambitieux, passant leur vie à travailler au téléphone. En fait, la plupart des gens rentrent à 19h, ont une vie de famille, consacrent leur week-end à leur famille, vont au cinéma, profitent de la vie bruxelloise et oui, lisent des romans. Donc, plusieurs membres du cabinet sont de très, très grands lecteurs, y compris le commissaire lui-même, qui lit énormément de littérature et d'essais. Donc, oui, je pense même probablement plus qu'une demi-heure par jour. Alors, il y avait une grande différence entre les Parisiens et les Bruxellois dans la mesure où les Bruxellois, étant installés à Bruxelles et étant fonctionnaires souvent, donc avaient une vie qui ressemblait plus à celle de fonctionnaires internationaux, les choix scolaires, les quartiers, alors que les Parisiens avaient tendance à être plus jeunes et donc à mener une vie un petit peu plus que peut-être semblable à celle qu'a vécue Manon, plus proche, disons, des stagiaires au Parlement européen, des fois, où on se couche très tard et on vit dans des appartements, disons, plutôt dans les quartiers branchés de Saint-Gilles qu'à Uccle. Donc, il y avait aussi un petit peu ça sur le plan social. Comme je l'évoque dans le livre, subtilement, le commissaire ne vivait pas à Bruxelles. Donc, le Thalys, c'est un moment où on peut aussi faire un certain nombre de lectures. Alors, par rapport, je reste sur l'observation avant de passer... non, je vais rester, pardon, sur l'observation Moscovici, etc. Alors moi, je pense qu'une chose qui est importante à prendre en considération dans mon travail ou dans mon rapport à l'objet, c'est que je ne suis pas français. Étant québécois, je n'ai effectivement pas l'histoire longue ni de Pierre Moscovici, ni du Parti socialiste, ni d'attachement particulier. Lorsque je dis que je suis social-démocrate, c'est assez... Je présume que la plupart d'entre vous êtes sociaux-démocrates, même si je conçois que le terme a un sens un peu différent en France, mais on va dire justice sociale et marché, en gros. Donc, par rapport à ça, je ne voulais pas que ce que j'ai pu lire sur l'histoire, par exemple, de l'homme politique en France, viennent contaminer mon histoire européenne. C'est une histoire européenne, mais dans laquelle, évidemment, le fait qu'il soit un commissaire socialiste et français joue un rôle.
Alors là où je comprends tout à fait ce que tu veux dire, c'est que, comme peut-être François Hollande, le commissaire Moscovici était très, très conscient des limites qui pesaient sur le travail politique et on pourrait dire qu'il les avait internalisées en grande partie. Et je vais donner un exemple, parce que ça paraît peut-être pas tant que ça dans le livre, mais sur la réforme de la zone euro. Si vous êtes soit fédéraliste, soit keynésien, ou de gauche, pour vous, il est absolument important que l'Europe se dote d'une politique budgétaire européenne de manière à faire de la redistribution au niveau européen. Sur le plan des idées, le commissaire Moscovici y croyait, mais il n'a jamais cru que ce serait possible de le faire, pendant son mandat en tout cas. Et donc, il mettait plutôt l'accent sur la partie la moins, disons, attirante ou la moins séduisante sur le plan intellectuel, qui était finalement de ne pas vraiment appliquer le pacte de stabilité et donc de laisser les États membres faire des déficits et mener une politique budgétaire accommodante comme le ferait un parti de gauche. Donc, il y avait un côté qui intellectuellement était beaucoup moins satisfaisant, beaucoup moins clair, en pratique avait probablement des effets très semblables et qui, ça m'a pris un peu du temps à le réaliser, mais avait l'intérêt pour lui d'être quelque chose de politiquement faisable. Donc, faire du travail politique, ça veut dire vouloir élargir, mais ça veut aussi vouloir dire réaliser quelles sont les contraintes objectives dont on ne pense pas, et on peut se tromper évidemment, être capable de sortir. Ce qui m'amène à ta question sur les visions extrêmement intéressantes. Alors, la première chose à dire, c'est que, et ça a été une surprise pour moi aussi, ils ont vraiment des idées, voire des idéaux. Donc, autant le commissaire que tous les membres du cabinet, une chose qui m'a frappé, c'est que ce sont des gens qui avaient des idées sur ce qu'il convenait de faire et qui essayaient de les mettre en œuvre. Et je l'ai mentionné, qui étaient tous à gauche dans un sens assez large. Alors, d'où venaient leurs idées? Je pense que ça dépendait beaucoup de leur trajectoire professionnelle. Par exemple, dans un cabinet, il y a des conseillers économiques. Les conseillers économiques lisent véritablement des articles scientifiques en sciences économiques, mais aussi sont très influencés par ce qui se passe dans les think tanks bruxellois qui se consacrent à la politique économique. C'est un peu le monde dans lequel ils vivent. J'ajouterai un autre élément qui est la lecture, évidemment, religieuse du Financial Times, donc qui continue encore aujourd'hui à Bruxelles, à beaucoup influencer les fonctionnaires, surtout sur les questions économiques. Après, surtout les Parisiens viennent évidemment avec des idées plus façonnées par les débats intellectuels qui se passent en France, sans surprise. Et surtout, je dirais que, puisque c'est un cabinet cosmopolite, chacun arrive aussi avec des représentations sociales qui viennent de leur propre pays, qui sont très différentes selon que l'on est être de gauche en Allemagne et être de gauche en Roumanie ou être de gauche en France, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Et donc, on est nourri aussi par ce genre de réflexion. Donc, pour résumer, ce qui m'a frappé, c'est que l'espace public bruxellois est quand même très, très limité disons, à la lecture Financial Times, auquel un francophone ajoutera Le Monde, un germanophone ajoutera la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et à l'écosystème des think tanks bruxellois, qui est souvent en interaction étroite avec ce qui se passe à Washington. Donc, c'est la réponse la plus simple que je peux te donner, parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Alors, je te remercie pour tes gentils mots sur l'écriture. Comment ai-je pensé le projet? D'abord, je n'y ai pas pensé au début du tout. Je n'avais aucune idée de la façon dont je voulais écrire cette histoire. Le déclic, pour moi, ça a été de décider de faire ce que j'appelle un récit ethnographique plutôt que juste une ethnographie. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui nous font pénétrer dans un espace social dont ils explorent toutes les dimensions, y compris les dimensions sociales, les codes dont tu parlais. Et quand je me suis dit que ce n'est pas ça que je voulais faire, mais que je voulais raconter une histoire qui serait alimentée par mes observations, ça a facilité les choses dans mon esprit, dans la création du récit, et ça m'a obligé à écarter pas mal de choses. Donc, toutes les données que j'ai sur la vie sociale, sur la texture sociale, les codes, je les ai volontairement mis de côté ou résumés dans le chapitre 2 sur les Moscovici, mais je n'en fais pas état parce que j'ai voulu me concentrer sur ce qu'un de mes sujets appelle la fabrication de la saucisse, c'est-à-dire comment fait-on des politiques publiques, mais pas à partir d'entretiens rétrospectifs, à partir de mes observations.
Et voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. J'espère avoir répondu à la plupart de tes questions, mais je vous remercie vraiment tous les deux, Manon et Arnaud, pour vos observations qui m'amènent à moi-même voir des choses que je n'avais pas vues dans mon propre livre. Merci beaucoup, Frédéric. Je propose. Alors, je vois une petite main levée. Jean-Paul Tricard, allez-y. Oui, bonjour et merci à la fois de m'avoir invité à participer à cette réunion. J'ai une particularité par rapport à l'objet même de cette réunion. Je suis sociologue de métier, de formation initiale, mais j'ai passé 30 ans comme fonctionnaire à la Commission. Et donc, j'ai une connaissance interne de la Commission. Et évidemment, le sujet m'intéressait. Un sociologue à la Commission européenne, le titre est en lui-même une belle trouvaille, je trouve. Et également, cela m'intéressait par les questions qui sont posées et qui ont déjà fait l'objet de discussions depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est une commission politique ? Et je me suis beaucoup posé la question, est-ce qu'on peut répondre à cette question en considérant les commissaires ou un cabinet de commissaires ? Est-ce que c'est le bon lieu pour répondre à la question ? Je vais commencer par une petite anecdote. Quand j'ai rejoint la commission, il y a une trentaine d'années, je suis en retraite maintenant, donc j'ai une liberté de parole que je n'avais pas avant. Il était d'usage dans les services d'appeler les commissaires les stagiaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont là que pour un temps limité, que pour un mandat court. Et étant là seulement pour un mandat court, n'ayant pas non plus, comme ça a été dit, les codes de la formation du consensus politique au niveau européen, le raisonnement implicite était que c'était des services qui faisaient la politique et que les commissaires, qui avaient d'ailleurs un cabinet très étroit, les commissaires à Bruxelles ont un cabinet de, je dirais, 3 ou 4 fois moins important au moins qu'un ministre français. Ils ont, selon les commissaires, mais enfin globalement, c'est effectivement une quinzaine de collaborateurs dont en réalité, je dirais, la moitié sont les véritables collaborateurs politiques. Comparativement aux services, c'est rien du tout. Et en fait, les services fonctionnent comme une sorte d'extension du cabinet. Et c'est même une des grandes questions une des grandes évolutions qui se sont développées au cours des années. Le secrétariat général de la Commission, par exemple, est devenu une extension du cabinet du président. Et il exerce une fonction de coordination politique en amont qui est extrêmement lourde et extrêmement efficace. C'est-à-dire que quand le secrétariat général de la Commission avait été institué initialement, il était là pour garantir la régularité des procédures. Progressivement, il est devenu une sorte d'instance qui garantissait qu'il y avait eu un véritable débat entre les directions générales, entre les différents services, éventuellement entre les différents commissaires. Et puis, sous la commission Barroso, il est devenu une sorte d'instance de coordination politique en amont très efficace. Donc, ça veut dire une partie de la politique se définit, se fait, non pas tellement via les cabinets, mais dans une large mesure via les services. Et comme le mot commission est un peu ambigu, est-ce que la question posée, c'est un collège politique ou une commission politique ? Si c'est le collège qui est politique, on peut se demander effectivement si le collège de commissaires, sous Barroso, sous Juncker, sous von der Leyen, a eu ses marges de manœuvre ou a réussi à trouver une façon de travailler qui permettrait de donner des marges. Si c'est la commission, ce n'est pas exactement la même chose. Et notamment, on doit à ce moment-là faire référence à d'autres façons de
d'obtenir le consensus nécessaire à la prise de décision dans le cadre de règles qui ne sont pas les mêmes. Et on doit essayer de penser beaucoup plus la continuité, parce que par définition, les cabinets ont tendance à considérer comme politiques les questions qui peuvent être traitées dans le mandat d'un cabinet, d'un commissaire. C'est ce qui était dit à propos de Moscovici. Moscovici ne pensait pas qu'il pouvait gagner un certain nombre de choses sur la réforme de la zone euro. En revanche, il pouvait jouer un certain nombre de choses sur l'allègement de certaines mesures de surveillance budgétaire et être un peu plus conciliant de ce point de vue. Donc, ça veut dire que la façon propre de composer cette marge de manœuvre politique qui peut exister au niveau d'un cabinet n'est pas exactement ce qu'on va trouver au niveau de la Commission en tant qu'institution, dans ses relations avec les autres institutions également. Et ça pose d'ailleurs toute une série de questions, je dirais, très importantes du point de vue politique et du point de vue démocratique. La Commission a développé, sous la Commission Juncker, la théorie ou la doctrine de la discontinuité politique, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle le collège suivant n'est pas engagé par les décisions du présent collège. Ce qui est une innovation absolument considérable et très dangereuse de mon point de vue, puisqu'elle pose la question de savoir ce qu'est l'intérêt général. Alors, si je formule ces questions, c'est pour d'abord mettre l'accent sur une première question que j'ai eue sur le livre. La force du livre, c'est d'avoir pu travailler longuement sur le cabinet et d'avoir pu mettre en scène, alors évidemment, il y a les forces et les faiblesses de Moscovici. Je ne suis pas sûr que ce soit l'exemple type de commissaire et de fonctionnement. Et il avait, c'est vrai, la réputation pas très travailleur autant que d'autres, mais il y a une part de jugement qui en ce domaine peut être tout à fait contestée. Mais la question, ce n'est pas tellement le cas de Moscovici, c'est Moscovici, le cabinet par rapport à la commission dans son ensemble. Parce que toute une série de changements très importants se sont produits dans la commission, qui est quand même ce qui prépare les décisions du collège, et dans les modes de fonctionnement, y compris des politiques de mobilité qui ont détruit la mémoire institutionnelle, un rajeunissement considérable, donc des changements sociologiques qui sont également très importants du côté des services. Et je me demande là s'il n'y a pas un petit peu un effet, je dirais, à la fois la force et l'inconvénient du fait d'avoir centré l'analyse sur les cabinets. Dernier point que je voudrais souligner, quand on regarde le bilan de la commission Juncker, et notamment dans la dimension sociale, on pense avant tout à ce qui a été appelé le pilier des droits sociaux. Dans un deuxième temps, on pense effectivement à ce qui n'a pas été réussi, c'est-à-dire le débat sur la dimension sociale de la zone euro. Et le débat sur la dimension sociale de la zone euro ne peut pas être, je dirais, établi sans garder en mémoire qu'il y avait aussi le fait que la zone euro, et notamment la gouvernance de la zone euro, est la gouvernance la moins démocratique qui soit. La moins démocratique qui soit. Comment dirais-je, le Conseil des ministres de la zone euro, c'est quelque chose qui n'a aucun contrôle démocratique, aucun. Et ça, c'était un des grands enjeux qui était identifié dès le début de la commission Juncker. Juncker avait lui-même dit aussi que la Troïka n'avait pas d'existence démocratique, de statut démocratique. Et ces éléments-là ont été finalement des éléments sur lesquels il y a eu moins de progrès
et où les progrès, quand ils ont été faits, sont plutôt à attribuer au cabinet Juncker qu'au cabinet Moscovici. Alors ça pose une question, je crois que pour des raisons qui sont liées à ce qui a été dit sur la communication, le cabinet Moscovici et Moscovici lui-même se présentaient un peu comme étant l'une des incarnations de la composante social-démocrate du collège. Très franchement, vu de l'intérieur, et Dieu sait que l'autre incarnation, Timmermans, c'était encore plus déprimante, mais ça pose quand même beaucoup de questions et je me demande là si on n'est pas victime de la façon dont la politique de communication elle-même, dans un cabinet qui est lui-même un univers tout à fait clos et tout à fait particulier, tend à se représenter lui-même. Le chef de cabinet de Moscovici avait d'ailleurs été passé par la fonction de porte-parole. Il avait été aussi l'assistant de Catherine Day, ce qui veut dire que c'était aussi une personnalité tout à fait particulière dans la gestion politique. Jean-Paul, je propose que Frédéric essaye de répondre. Oui, je m'arrête là. Mais merci beaucoup pour vos propos que je trouve tout à fait justes. Je vais simplement réagir à deux, trois choses qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant. Bon, d'abord, sur le titre, je tiens à dire qu'il n'est pas de moi, il est de l'éditrice. C'est évidemment un clin d'œil à l'ouvrage de Dominique Schnapper, une sociologue au Conseil constitutionnel, mais je l'aime beaucoup, donc j'endosse tout à fait le titre. Alors, je voudrais revenir sur un premier point qui est celui des relations entre les services et le cabinet. Et d'une certaine manière, je suis content de votre question parce que au début, je pensais que vous alliez me dire « Ah, mais forcément, vous êtes allé dans un cabinet, donc vous avez trouvé de la politique. Ce n'est pas très original puisque c'est le lieu par excellence du politique au sein de la commission. » Mais je pense que vous avez rappelé que dans la conception que nous avons traditionnellement de la commission, et certainement celle qu'ont les services, les pilotes, ce sont les services, ce sont eux qui ont la vision de long terme et les commissaires passent, portent les dossiers pendant leur séjour et puis il y aura d'autres commissaires. Et ça, c'est très frappant moi, j'ai plusieurs amis aussi entre-temps dans les services et c'est dans l'imaginaire des services, il y a cette idée et je pense qu'elle est en grande partie juste et elle distingue la Commission européenne de beaucoup de gouvernements, par exemple. Mais ce qui a été particulier, je dirais quand même, de la commission Juncker. Il n'était pas le premier à le faire puisque ça s'inscrivait dans une histoire un peu plus longue de centralisation et de politisation des décisions. C'était cette idée selon laquelle les grandes décisions venaient d'en haut et l'intendance devait suivre. Je caricature énormément. Et au cabinet, c'était une image aussi très, très présente. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas attendre que les services, dans ce cas-là, il y en avait deux, la DG ECFIN et la DG TAXUD, amènent des propositions, il fallait donner une impulsion. En même temps, moi, j'aime bien une citation que je fais d'un des fonctionnaires de la DG TAXUD qui dit « Ce qui était bien avec le commissaire, c'est qu'il ne se mêlait pas des détails, ça ne l'intéressait pas trop, mais en même temps, avec sa caution, tu pouvais aller dans une réunion en disant « Voilà ce que le commissaire veut ». Et là, je pense que c'est cette dynamique qui est assez productive, finalement, dans n'importe quelle organisation politique, entre les services où il y a le temps long, où il y a l'intérêt général, il y a la possibilité de travailler sur les dossiers, mais d'avoir quelqu'un qui décide de s'investir pour des raisons politiques, pour des raisons de court terme, pour des raisons de communication dans un projet ou dans un autre. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis ça, j'en parle un petit peu dans le livre en observant tous ces échanges justement entre le cabinet et les membres des services. Le deuxième élément, et vous l'avez rappelé, c'est cette question du collège. Alors, le collège, pour les Moscovici, ça voulait dire essentiellement deux personnes, le président lui-même, président Juncker, donc énormément d'interactions avec le cabinet du président Juncker, une relation personnelle aussi assez étroite entre le commissaire et le président, et le vice-président responsable de l'euro et du social, le conservateur, letton Valdis Dombrovskis. Et donc, je dirais que le temps le plus important qui a été investi au cabinet, portait sur les échanges tendus entre le cabinet du vice-président Dombrovskis et celui du commissaire Moscovici, parce que techniquement, le commissaire Moscovici était sous le chapeau
du vice-président Dombrovskis qui devait coordonner les dossiers liés à l'euro et au social en général. Dombrovskis, plutôt Parti populaire européen, Moscovici, socialiste, social-démocrate. Donc, il y avait aussi cette tension idéologique entre les deux, entre l'Ouest et l'Est. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Mais ça a été, pour moi, le lien entre ce qui se passe dans un cabinet, ce qui se passe au collège. Souvent, ça se retrouvait dans des relations individuelles entre membres de cabinet, plus qu'entre commissaires eux-mêmes, d'ailleurs. Sur le même étage, et c'est plutôt ça que moi, de mon point de vue, j'ai pu observer. Parce qu'évidemment, beaucoup de choses que vous dites sont tout à fait justes, mais en ayant choisi un point de vue situé, je ne pouvais pas en tirer des inférences sur le fonctionnement plus global de l'institution. Un dernier mot sur... oui, puis toujours sur le social, évidemment. Sur le social, ce n'était pas formellement le portefeuille de Moscovici, c'est plutôt Tyson qui s'en occupait. Donc, effectivement, c'est... Donc, on pourrait lui adresser la question. Sur la communication, je pense que c'est tout à fait juste ce que vous dites. À l'image du commissaire, très préoccupé par la communication, plus préoccupé que, je dirais, la majorité des commissaires, même s'il y en a d'autres qui étaient aussi très attirés par les médias. À l'image de son chef de cabinet, comme vous l'avez mentionné, passé par le service du porte-parole et particulièrement soucieux de communication. C'est un cabinet où la commission jouait un rôle et la mise en récit de leur propre action était très, très importante. Et moi, c'est un sujet... Et donc, comment dire, je ne dirais pas que je la reprends à mon compte, même si je suis évidemment limité par ce que j'ai pu observer par mes informateurs et informatrices. Mais c'est sûr que dans ce que je décris comme étant le travail politique, la communication a joué un rôle vraiment fondamental dans ce cabinet, autant, et je terminerai là-dessus, chez les Bruxellois que chez les Parisiens. Et ça, c'était aussi intéressant parce que faire de la communication à l'endroit de Marseille ou de Nantes, ce n'est pas la même chose que de faire de la commission à l'endroit de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Donc, il y avait aussi cette tension que j'ai trouvée intéressante. Mais merci beaucoup pour votre témoignage et votre lecture. Et Élise, je vais te donner la parole. Juste un peu une provocation, Frédéric, quand même. Lors du premier paquet pour la Grèce, lors du premier programme, il s'agit de se donner 110 milliards et à l'époque, tout le monde s'accorde sur l'idée que la Grèce doit rentrer dans les clous en 3 ans. Alors, moi, ma question est, comment les technos du cabinet Moscovici et pour Jean-Paul, comment les gens dans la direction générale qui sont là depuis longtemps peuvent ignorer, j'allais dire, les raisons historiques? Ce n'est pas la première crise de la dette qu'on connaît en Europe et dans le monde. Hein. Jamais dans l'histoire, on a eu l'idée qu'on allait pouvoir résoudre un problème aussi endémique et lourd en 3 ans. C'est juste complètement fou. Donc moi, je l'avais noté comme question, je l'ai sauté, mais je veux dire, c'est quoi leur connaissance historique à ces gens-là? La question est pour moi ou pour Jean? Elle est pour toi, c'est-à-dire les gens qui sont dans le cabinet Moscovici, ils trouvent, entre guillemets, je suis épaté que personne ne mesure, à quel point c'est décalé par rapport à tout ce que nous enseigne l'histoire, et deuxièmement, qu'il n'est à aucun moment l'idée que l'Union est en train de faire une faute morale. Parce que là, vous tuez le patient en voulant. Ouais. Bon, ben, là on est face à un vrai défi d'inférence parce qu'évidemment, tout ce qui se passe entre 2010 et 2015, j'y suis pas, donc je ne peux pas témoigner là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que, et ça revient aussi, je pense, un peu aux observations de Jean-Paul Tricard, c'est qu'au sein de la DG ECFIN, il y a aussi une évolution. Hein. C'est pas comme si les services étaient toujours sur la même ligne. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a eu... on pourrait appeler ça des leçons apprises, peut-être pas suffisamment, mais il y a eu un apprentissage en tout cas. Et sur certains enjeux, je pense que la pensée a évolué et plutôt dans le sens de ce que voulait le commissaire Moscovici que dans le sens inverse, mais là-dessus, je pourrais me tromper. Pour moi, ce que j'ai observé, ça se posait dans des termes différents. Alors, personne n'avait la moindre connaissance de la Grèce, hein, donc ça, c'est pas ça. Personne n'avait aucune connaissance de la Grèce. Mais le débat était plutôt posé dans les termes suivants, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, le commissaire Moscovici s'est vu comme un ami de la Grèce. Donc, il s'est vu comme le seul, entre guillemets,
avec les Français qui voulaient garder la Grèce dans la zone euro. Donc, de ce point de vue, ils étaient comment dire, déjà très minoritaires, pourrait-on dire, au sein de l'Eurogroupe, dont vous avez rappelé qu'il n'était pas du tout démocratique. Et donc, ça, je pense que ça se limitait à ça. C'était une prise une position de principe sur le fait qu'il fallait être plus gentil avec la Grèce que ne l'étaient les autres. Après, ce n'était pas suffisant comme prise de position pour une bonne partie des membres du cabinet, notamment les Parisiens, pour qui, et là j'en cite un, qui dit « Nous avons été complices d'un désastre social ». Ceux qui étaient peut-être moins impliqués dans la gestion quotidienne du dossier grec étaient beaucoup plus critiques aussi des compromissions, des renoncements, de ce qu'on pourrait dans certains cas considérer comme des trahisons qui ont été portées à partir de Bruxelles. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y avait une connaissance de l'histoire grecque très approfondie. Peut-être dans les services, mais pas au cabinet. Merci. Élise, tu voulais poser une question, je crois. Oui, merci. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très riche. Moi, j'avoue que je n'ai pas encore lu votre ouvrage, mais voilà, la lecture que vous en donnez, et puis celle d'Arnaud et de Manon, donne réellement envie de s'y plonger. Juste pour repère, en fait, moi, je travaille aussi sur ces questions européennes, mais autour plutôt de la représentation des intérêts, en fait, et notamment sur les politiques agricoles. Et forcément, quand on lit un ethnographe à la Commission européenne, ça rend jaloux ou jalouse, parce qu'on se dit, mais alors, en fait, ma question, c'est vraiment une question de méthode, c'est-à-dire comment vous avez négocié en fait votre accès à la Commission européenne. À un moment donné, vous disiez peut-être faire des entretiens avec différents commissaires. En fait, comment vous avez choisi, vous, la commission de Moscovici? Est-ce que c'était parce que vous aviez déjà des contacts avec ces personnes-là, des liens avec ces personnes, ou c'est voilà, ce commissaire qui a dit bon, moi je suis partant? Est-ce que vous avez donc négocié directement avec Moscovici et son cabinet, ou est-ce que vous êtes passé par la commission et la commission s'est dit bon, voilà, quel commissaire pourrait être le plus intéressant? Qu'est-ce que ça fait aussi en fait en termes de ce qu'on dit ou de ce qu'on ne dit pas dans nos travaux d'ethnographe sur la Commission européenne, quand vous nous dites, alors je sais qu'au Québec, effectivement, il y a un cadrage en fait des terrains de recherche qui est beaucoup plus resserré qu'en France. En France, on signe pas de protocole, on se débrouille un peu individuellement en fait sur comment on s'y prend sur notre terrain, mais comment voilà, est-ce que les acteurs que vous avez pu observer sur le temps long, à un moment donné, on dit bon non, là on veut pas voir ça apparaître dans ton ouvrage. Voilà, comment vous avez négocié aussi ce qui peut apparaître et ce qui ne peut pas apparaître. Et je me demandais aussi, est-ce que quelque part laisser un ethnographe rentrer à la commission et faire une ethnographie fine en fait du travail de la commission, est-ce que ça rentre pas aussi dans une politique de communication de la commission, c'est-à-dire de se rendre plus transparente, plus proche aussi? Alors, en même temps, on sait que nos travaux de sociologues ou d'ethnographes ne vont pas être lus par la masse, etc. Mais est-ce que ça rentre pas aussi dans une politique de rapprocher quelque part aussi voilà, les institutions européennes du grand public ou d'un public un peu plus large? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Élise. Alors, je vais répondre. L'accès institutionnel lui-même, c'est un mélange de persistance et de chance, comme c'est souvent le cas. Donc, moi, refaire le livre de Georges Ross, c'est un projet que j'avais depuis longtemps. J'ai souvent lancé des bouteilles à la mer. Et là, il s'est trouvé que je connaissais une personne qui connaissait une personne dans le cabinet. Et donc, ça a été mon moyen d'accès. Mais évidemment, c'est le commissaire lui-même qui a dit... oui, pourquoi pas. Il ne m'a jamais très bien expliqué pourquoi il avait accepté, parce que je ne le connaissais pas moi personnellement. Mais j'ai toujours pensé que le fait que je sois québécois ait eu un impact dans la mesure où justement je n'étais pas susceptible d'avoir des arrière-pensées, mais honnêtement, je n'en suis pas certain. Alors, la négociation avec l'institution elle-même, elle s'est faite assez simplement où la commission a demandé de pouvoir voir le manuscrit à la fin pour demander de retirer tout ce qui relevait de la confidentialité institutionnelle. Sachant que mes propres analyses étaient les miennes.
Alors, c'était très facilement réglé parce qu'en fait, ils n'ont même jamais demandé à lire le manuscrit à la fin. Donc, ils n'ont absolument rien regardé, rien touché. Il n'y a eu aucune interférence. Par contre, la question des individus est beaucoup plus importante. Et vous l'avez rappelé, au Québec, nous devons mettre en œuvre un protocole d'éthique qui vise à protéger les individus. Et donc, ça a été la partie la plus intéressante et c'est une des parties, je pense, les plus originales du livre, en fait, parce que je l'ai rappelé, donc, donc chaque membre du cabinet a donc accepté que je les accompagne. Nous avions une règle assez simple. Je disais, si j'ai mon cahier, je prends des notes. Si je n'ai pas mon cahier, je ne prends pas de notes. Mais à la fin, de toute façon, sachez que vous aurez le dernier mot. Évidemment, quand on fait un travail sur plusieurs années, je pense que c'est plus facile de développer une relation de confiance. Mais à la fin du processus, lorsque j'avais déjà écrit une première version du manuscrit, j'ai envoyé individuellement les passages qui concernaient chacun des membres en leur demandant s'ils m'autorisaient à les utiliser. Et là, il y a quand même eu des problèmes, dans la mesure où certaines personnes, pas la majorité, mais ont eu l'impression que leur vie privée avait été, je pense, en partie violée. Même si moi, ils avaient oublié que je prenais des notes parce que je ne l'ai pas mentionné, mais moi, j'avais un bureau entre les deux conseillers économiques. La personne avec qui je partageais le bureau mettait des petits gâteaux toujours à la porte. Donc, les gens s'arrêtaient en permanence et donc, je prenais énormément de notes. Il y a des gens pour qui ça a été un choc. Donc, Pardon? Donc, ça a demandé à ce moment-là un exercice de clarification pour leur rappeler que justement, c'était la raison pour laquelle, comme nous étions convenus, c'était très utile d'avoir un document écrit parce que tout avait été entendu à l'avance. Et donc, ça s'est finalement très bien passé. Et après, on a fait collectivement une lecture de tout le manuscrit. D'où le fait que le résultat est validé par tout le monde et je crois que vraiment tout le monde a été rassuré. Est-ce qu'il y a eu de la censure? Non. Il y a des mots qui ont été supprimés, pas mal de jurons, quelques phrases que moi j'ai trouvées particulièrement colorées, voire truculentes et qu'on m'a dit ça risque de me donner une mauvaise réputation auprès de mes enfants ou de mes collègues de travail et ça ne changeait rien sur le fond. Donc, on les a retirés. Sur le fond, il n'y a vraiment rien qui a été modifié. Il y a certains passages que j'ai anonymisés. Donc, les sujets avaient aussi la possibilité de dire tu peux garder la phrase, mais à ce moment-là, je ne voudrais pas être cité comme personne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, voilà. Donc, le résultat final n'est pas du tout censuré, ni par les membres du cabinet, ni par le commissaire lui-même. Il y a seulement quelques passages que vous auriez trouvé plus agréables à lire et qui ont été charcutés. Ok, merci de ta réponse. Clémence, je crois que tu voulais poser une question. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, c'est bon. Oui, merci beaucoup pour cette présentation et aussi pour ce livre que j'ai commencé. J'ai pas eu le temps encore de finir pour aujourd'hui, mais j'ai bien l'intention de le faire. Et peut-être dans la lignée de la question d'Élise, je me demandais, du coup, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu plus comme ce que vous appelez la relecture collective, c'est-à-dire vous nous avez dit voilà que vous aviez envoyé individuellement les passages qui concernaient les personnes et aussi ma question ça serait comment est-ce qu'il a été reçu ce livre? Est-ce que vous l'avez présenté voilà, est-ce que vous pourriez développer juste un petit peu plus? Et puis après, j'avais aussi une question sur ce concept que vous utilisez, celui du travail politique. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu, pourquoi choisir le terme de travail? Parce que c'est un terme qui en sciences sociales est quand même extrêmement lourd, qui peut voilà, supposer de faire appel à des techniques, des instruments. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, bêtement, naïvement, je sais pas, on aurait peut-être pu utiliser d'autres termes. Finalement, est-ce que ce que vous décrivez, c'est pas finalement le pouvoir? Et donc, pourquoi choisir le travail politique? Est-ce que vous pourriez aussi revenir un peu là-dessus? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, sur le premier,
évidemment, je ne peux pas parler à la place des sujets, mais concrètement, j'ai mis une petite photo à la fin du livre. Donc, on s'est retrouvés dans une forêt en banlieue de Bruxelles. On a passé 2 jours ensemble. Tout le monde avait lu le manuscrit. Et chapitre par chapitre, on est passé sur l'histoire, ce qui a été une expérience pour moi absolument exceptionnelle parce que, d'abord, ça me donnait beaucoup d'assistants de recherche, mais aussi, c'est intéressant de voir comment eux, en relisant ce qui avait été leur histoire, alors, des fois, il y avait des petites corrections, mais globalement, redécouvraient leur histoire eux-mêmes, des fois qu'ils avaient oublié, sur laquelle parfois ils avaient des désaccords, ce qui était assez intéressant aussi à suivre. Donc, de manière générale, en tout cas, je ne crois pas que le livre a été mal reçu, ce qui m'amène moi-même à me poser des questions du type, et puis Arnaud l'avait évoqué, est-ce que j'ai souffert du syndrome de Stockholm? Comment se fait-il que nous ayons une lecture aussi semblable? Mais comme je l'explique à la fin du livre, ça ne m'apparaît pas du tout étonnant parce que je crois, que ça c'est une position épistémologique, qu'en fait les acteurs sont beaucoup plus réflexifs qu'une bonne partie de la science sociale voudrait bien le croire. Et en fait, les gens en général sont assez conscients de ce qu'ils font et des limites auxquelles ils font face. Et que ce n'est pas parce qu'on passe quelques mois avec un groupe qu'on est capable de dévoiler des mécanismes qui leur auraient profondément échappé. Donc ça, c'est une partie de ce qui n'enlève rien à la possibilité, évidemment, d'un biais. Sur la question du travail politique, alors, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas un concept avec lequel j'ai commencé le livre. En fait, il est arrivé très, très tard quand je rédigeais l'histoire. Mais je pense que ce n'est que le début d'une réflexion sur ce qu'est le travail politique, parce qu'en fait, il y a encore peu de gens qui ont effectivement mobilisé cette notion. Et dans le contexte français, souvent, elle a été utilisée dans un sens très différent, qui est simplement de métier politique. Or, ce n'est pas exactement, moi, ce qui m'intéresse. Ce que j'aime dans la notion de travail, c'est cette double dimension qui est à la fois de l'effort, et donc, effectivement, ce sont des gens qui voulaient vraiment faire de la politique et qui déployaient des efforts considérables pour faire de la politique ou apprendre à en faire. Et la dimension aussi de compétence, puisqu'on peut le faire plus ou moins bien, ce travail politique, donc qui vise à élargir les frontières du politique. Donc, le mot travail me paraît approprié. L'état actuel de mes réflexions, pour être honnête, mais ça, ce n'est pas dans le livre, c'est que de plus en plus, c'est la dimension émotionnelle de la chose qui m'intéresse. Et là, par exemple, il y a des recherches sur le travail émotionnel et sur l'investissement presque physique que l'on peut mettre dans ce genre de choses. Donc, je n'ai pas de réponse beaucoup plus claire à vous donner, mais de plus en plus, il m'apparaît que dans cette notion de travail politique, il n'y a pas seulement la lecture rationnelle, objective d'une situation par rapport à laquelle on essaie de trouver une marge de manœuvre, mais il y a aussi un investissement émotionnel dans une envie ou parfois une réaction négative. D'ailleurs, il y a des gens qui n'aiment pas faire de la politique. Et donc, c'est cette dimension-là que j'aimerais un petit peu explorer à l'avenir. Il y a quelque chose qui apparaît aussi dans ta présentation là-dessus, c'est la dimension multi-outils, l'utilisation de l'outil économique, de l'outil juridique, de l'outil diplomatique, etc. D'une certaine manière, tout peut être politique, tout peut rentrer dans le travail du politique. Oui, alors ça oui, je ne l'ai pas mentionné non plus, mais c'est une question parce qu'en sciences politiques, il y a, en caricaturant, 2 points de vue. Ceux qui disent le lieu du politique, c'est essentiellement l'exécutif, le législatif, et puis c'est tout. Et puis, il y a ceux qui disent le politique est absolument partout, des rapports familiaux jusqu'à... je ne sais pas. Donc, une conception extrêmement large du politique. Et moi, ce qui m'intéresse, dans une logique justement de politisation, c'est comment construit-on un espace du politique en prenant pour acquis que pour moi, tout ne peut pas être politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transformer un outil juridique en instrument politique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas politiser, par exemple, le droit. Au contraire. Mais justement, si on dit politiser le droit, on prend pour acquis qu'il y a une logique du droit qui est quand même a priori différente de celle du politique. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette frontière entre les deux et surtout comment la frontière peut bouger par le résultat d'actions concrètes, de pratiques qui sont mises en œuvre par des individus. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, je regarde la petite... Ah, pardon, je ne vois plus. Non, je ne vois pas de petite main.
Ben, dans ce cas-là, il nous reste, Frédéric, à te remercier infiniment pour cette discussion vraiment fort intéressante, stimulante. Et puis vous dire qu'on continue ce séminaire le mois prochain, en l'occurrence le 22 avril, sur ce livre-là, le livre de Jean-Marc Ferry, Comment peut-on être européen. On présente Jean-Marc Ferry. Puis ensuite, le 27 mai, avec le livre de Viviane Schmidt sur la crise de l'Europe de la légitimité. Et enfin, le 17 juin, par un livre de Clémence Ledoux, que Clémence a dirigé, qu'on vient d'entendre, sur la dynamique des marchés de l'État-providence en Europe. Et donc, on vous fera évidemment suivre toutes ces informations par mail. Merci. Alors, si tu le permets, Arnaud, je terminerai. Bon, le livre de Ferry, incontournable, et celui de Viviane Schmidt est très complémentaire par rapport à ce que disait Jean-Paul Tricard, parce que justement, elle montre l'évolution. Elle a étudié la DG ECFIN, donc les services, et elle montre l'évolution aussi des débats à l'intérieur de la DG ECFIN, et donc c'est tout à fait complémentaire comme lecture. Avec toute une interrogation sur la légitimité à l'arrière-plan. Oui, avec des questions de recherche qui sont différentes des miennes, effectivement. Merci beaucoup, Frédéric. On te soirée. souhaite bon appétit parce qu'à Montréal, ça va être l'heure de manger. Voilà. Merci à tous.